Bonjour à tous, merci d'être présents. Comme vous le savez, on est sur un événement qui est hybride, donc avec des personnes qui sont en distanciel et des personnes qui sont en physique parmi nous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour travailler et réfléchir ensemble sur le génie écologique urbain ou la technique au service d'une ville écologiquement fonctionnelle. Je reviendrai sur le contexte de ce webinaire tout à l'heure. On va commencer par une phase introductive sur le qui sommes-nous, qui est Arpastrans, qui est Gondwana. On va revenir ensuite sur la partie du génie écologique et sur quelques concepts justement qui font partie de ce génie écologique et sur une phase de conclusion. Arpastrans est un cabinet de conseil en immobilier durable qui existe depuis maintenant 30 ans et qui a comme valeur et comme objectif de créer ensemble un immobilier des villes et des territoires à impact positif. Arpastrans s'est constitué de 4 pôles d'activité, un pôle de programmation et d'AMO projet qui vise à concevoir des stratégies et des politiques immobilières axées sur la performance d'usage, un pôle de stratégie durable et de transition environnementale qui vise à intégrer les sujets de résilience, d'adaptation et de carbone, un troisième pôle de workplace design et expérience qui vise à intégrer les nouveaux usages appliqués à l'immobilier. Et le meilleur pour la fin, le pôle biodiversité et paysage, qu'on appelle aussi Gondwana. Gondwana, c'est une équipe de 20 écologues, plus de 360 clientes qu'on accompagne sur nos sujets de biodiversité, 500 études écologiques qui sont réalisées chaque année, 2000 arbres qui sont inventoriés en moyenne, une équipe de 7 assesseurs biodiversity et Finature, et aussi beaucoup de sujets de recherche liés notamment aux connectivités écologiques. Nous travaillons sur 3 grands axes, les sujets de stratégie de biodiversité en lien avec les objectifs réglementaires aujourd'hui, donc taxonomie européenne, CSRD. Dans ce cadre-là, on accompagne nos clients pour définir des feuilles de route et des plans d'action en matière de biodiversité. Toute une activité sur la partie ingénierie du vivant, avec nos expertises d'écologues naturalistes, entre autres, avec des volets faune-flore d'études d'impact, des diagnostics écologiques flash. Bref, le métier et le rôle de l'écologue. Et bien sûr, on accompagne aussi nos clients sur les sujets d'AMO biodiversité avec l'intégration de ce sujet dans toutes les phases de vie des projets, avec aussi une phase de labellisation. Et une troisième activité autour de l'éco-paysage et du génie écologique urbain qui vise à accompagner justement nos clients dans l'intégration de ce sujet biodiversité de la manière la plus pragmatique possible. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du génie écologique urbain, mais c'est aussi la clôture d'un cycle, un webinaire que nous avons lancé en octobre dernier autour de la biodiversité urbaine et de la planification de ce sujet, avec l'ensemble des acteurs de la ville, avec un premier webinaire qui avait été animé par Jérémy et Camille sur les PLU bioclimatiques, un deuxième webinaire sur la connectivité écologique urbaine avec Hervé Moal et Maxime Dupont sur la création d'un indicateur de connectivité écologique. Et aujourd'hui, nous sommes réunis avec Juliette et Ariane qui vont nous parler justement du génie écologique urbain. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est majeur pour nous, puisque c'est aussi un sujet qui est en lien avec la dernière stratégie de biodiversité qui a été lancée la semaine dernière, 2030, qui vise à limiter l'érosion justement de la biodiversité pour éteindre cette érosion d'ici 2030. L'objectif étant d'améliorer la qualité, bien sûr, des habitats de manière à augmenter leur capacité de stockage en carbone, limiter la pollution lumineuse, accélérer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales et limiter l'ensemble des pollutions qui existent dans la ville. Un point saillant également est la semaine dernière, les décrets d'application du ZAN qui sont sortis et qui permettent aussi d'appuyer vraiment ce rôle important que peut avoir le génie écologique urbain dans une démarche de planification concrète des sujets de biodiversité urbaine. Aujourd'hui, quand on parle de biodiversité en ville, on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité avec ce concept de ville verte. On parle également de trame écologique, de connectivité écologique, d'îlots de fraîcheur, de ville éponge ou de ville biophilique, avec le paradoxe peut-être un peu de la ville asphyxiante. Au final, on reste sur des grands concepts à chaque fois. Et aujourd'hui, justement, avec l'aide de Juliette et Ariane, on va réfléchir ensemble à concrètement qu'est-ce que c'est une ville avec des îlots de fraîcheur, une ville avec des connectivités écologiques efficaces, pérennes,
une ville qui absorbe, qui permet aussi de restaurer de la biodiversité, et une ville, bien sûr, qui va être biophilique. Et je vais maintenant laisser la parole à Juliette, qui va nous expliquer tout cela. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter toute une série de solutions apportées par le génie écologique urbain pour répondre à ces enjeux. Mais avant toute chose, je voulais définir ce qu'est le génie écologique urbain. Donc, d'abord, au sens large, le génie écologique, ça va être l'ensemble des techniques donc issues de l'ingénierie classique et de l'écologie qui contribuent à la résilience des écosystèmes. L'idée, c'est de coopérer avec le vivant, donc d'agir non seulement avec le vivant, mais aussi pour le vivant pour chercher à favoriser donc, des processus naturels et généralement dans un but de créer ou restaurer les fonctions naturelles assurées par les milieux naturels. Et nous, on va parler ici de génie écologique urbain, donc appliqué plutôt au milieu urbanisé. C'est une association avec le génie civil, alors que souvent on met un peu en opposition génie écologique et génie civil. Pour nous, c'est vraiment une association entre ces deux compétences. On va chercher à introduire des solutions fondées sur la nature. Il s'agit de valoriser finalement les capacités du vivant à façonner, à améliorer, à stabiliser, à épurer ou encore réguler pour répondre à des besoins en ville. Et j'aimerais ajouter aussi que ça nécessite une certaine pluridisciplinarité. L'écologue paysagiste va s'associer avec des experts du sol, des hydrologues, etc. Et avant la mise en place de toute solution, on voudrait commencer par dire qu'il est toujours nécessaire de faire un diagnostic. L'idée, c'est de répondre à un problème et pas de créer un problème en apportant une solution. Donc pour ça, il faut bien évaluer dans un premier lieu les connectivités écologiques, également faire un inventaire naturaliste, donc de la faune, de la flore, des habitats, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, d'une ZAC ou même d'une ville ou d'un territoire. Étudier aussi les sols, le comportement hydrologique du site et aussi définir tous les impacts potentiels et notamment au niveau du contexte réglementaire. Est-ce que dans notre projet, on va avoir des enjeux d'espèces protégées? Est-ce qu'on est soumis à études d'impact, etc. On peut aussi, pour orienter le projet, définir des espèces cibles. Donc là, ça va être des espèces qu'on va chercher à favoriser dans notre projet. On choisit souvent des espèces dites parapluies, c'est-à-dire qu'en choisissant une espèce, en fait, en la favorisant, on va favoriser tout un cortège d'espèces qui affectionnent le même type de milieu. Et aussi, il est intéressant de regarder un petit peu les usages qu'on souhaiterait favoriser sur le site pour intégrer au mieux aussi les habitants, les usagers, etc. Et je laisse la parole à Ariane pour le premier concept. Merci Juliette, bonjour à tous. Comment on passe? Comme ça. Donc effectivement, on l'a présenté un petit peu plus tôt. Donc la ville, comme tout le reste du territoire national, est confrontée à un enjeu qui est celui de faire coexister les différentes formes de vie, c'est-à-dire les vies humaines, mais aussi les autres vies animales et puis les vies végétales, fongiques, etc. En fait, toute la biodiversité. Alors, ce n'est pas un enjeu qui est spécifique aux villes, mais il est exacerbé en ville, puisque les activités humaines y exercent une pression particulièrement intense sur la biodiversité. Et du coup, de ce constat est né un premier concept, c'est le concept de ville-nature. Donc, une ville-nature, ce serait une ville qui permettrait à tous ses habitants, ou habitants pardon, humains et non humains, de cohabiter dans un équilibre parfait. Et donc, ce concept de ville-nature, il a fait l'objet de beaucoup de recherches et de papiers, mais comment concrètement est-ce qu'on fait advenir ce qui peut paraître être une utopie? Eh ben, nous pensons que le génie écologique urbain peut apporter des réponses techniques pour concrétiser ce concept. Et la première solution que le génie écologique nous apporte, c'est celui de nous aider à préserver le patrimoine vivant de nos villes dans un espace urbain qui ne cesse de se reconstruire sur lui-même. Et donc l'ambition de cette image, de cette coupe, c'est de montrer qu'en préservant un arbre existant lors d'une construction neuve, c'est-à-dire en mettant en fait les bâtiments neufs à distance de ces arbres, on peut leur permettre de perdurer et ça va également servir le projet de paysage puisqu'on dispose d'une végétation mature dès la livraison du projet, qui peut être évidemment complétée par des plantations nouvelles. Alors cette préservation, elle va impliquer des actions en phase chantier. Et là encore, le génie écologique urbain peut être apporteur de réponses. En effet, protéger efficacement le patrimoine vivant
lors d'un chantier, ça implique des actions de balisage, la mise en place d'une signalétique. Et en ce qui concerne les arbres, il va être souvent recommandé de mettre en place un périmètre de protection de 2 mètres autour du tronc et de minimum 1,50 m de hauteur. Alors ça, c'est le minimum. En revanche, l'optimum, lui, il voudrait qu'on sanctuarise pendant toute la durée du chantier un périmètre qui serait équivalent à la projection du houppier au sol. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image de droite. Et dans ce périmètre, ben, évidemment, on va interdire tout déblaire en blé, toute circulation d'engins susceptibles de compacter le sol et donc d'endommager les racines. On va également proscrire tout ce qui est entreposage de produits chimiques et de matériel, même de terre en fait, qui serait donc, outre les actions de protection et de préservation des habitats écologiques urbains, le génie écologique, il nous apporte aussi des principes de conception d'espaces végétalisés pour réellement concrétiser le concept de ville verte. Et donc, le premier principe, c'est celui de mettre en place une végétalisation cohérente. Et pour cela, il y a un maître mot, c'est la diversification. Alors, cette diversification, elle doit s'opérer à plusieurs niveaux. Et tout d'abord au niveau des strates végétales. Donc ainsi, il sera intéressant d'associer entre elles différentes strates. Vous en voyez quelques-unes sur cette coupe. Donc la strate arborée qui peut être associée à la strate grimpante, la strate arbustive, la strate herbacée haute, basse, la strate mucinale qui est la strate des mousses et des lichens. Et puis différentes strates inféodées au milieu humide. Donc j'ai nommé la strate des élophytes et la strate aquatique. Alors attention, l'objectif, ça ne va pas être de cocher des cases en mettant un arbre, un arbuste et une plante grimpante sur un gazon. Ça va être de les associer intelligemment. Donc, on cherchera par exemple à créer des écotones. Les écotones, c'est des zones de lisière qui se trouvent à l'interface entre deux habitats et qui sont particulièrement riches en biodiversité puisqu'ils permettent d'accueillir les espèces de la strate A, de la strate B, mais également des espèces qui vont dépendre de l'association des deux strates. Donc, si je reviens sur le maître mot de diversification, bah, ce maître mot, je vais également l'appliquer au sein d'une strate, donc parmi les espèces d'une même strate. Donc, en effet, dans la nature, il n'existe pas de monoculture dans les prairies permanentes qu'on peut trouver en milieu naturel, en milieu rural. On peut compter entre 20 et 60 espèces par mètre carré. Et donc, en fait, cette diversité, elle va améliorer la résilience de la prairie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on augmente, en augmentant le nombre d'espèces, la probabilité de survie d'au moins une espèce en cas de crise. Donc, quand je dis crise, je pense à un événement climatique extrême, par exemple. Donc, voilà, diversifier permet d'augmenter la résilience. Et puis cette diversification, elle doit également s'opérer au sein d'une même espèce et parmi les individus. Donc on parle ici de diversification génétique. En effet, donc comme chez les humains, les individus d'une même espèce végétale vont avoir un patrimoine génétique différent les uns des autres, et ça se traduit par des différences morphologiques. Donc comme on peut le voir sur la photo de gauche, où on a plusieurs individus d'une espèce d'orchidée qui, aucun ne ressemble à son voisin. Et cette diversification, elle est également essentielle pour des raisons de résilience, comme on l'a présenté précédemment. En effet, une population de clones va être également sensible aux maladies, ce qui fait peser un danger finalement sur toute la population, alors que quand on a une population qui est diversifiée, on va avoir quelque chose, on va augmenter les chances de résistance finalement. Et donc l'image en haut à droite, c'est un alignement de platanes le long du canal du Midi, qui fait l'objet d'une grosse campagne d'abattage parce que en fait, ces arbres sont ravagés par une maladie qui s'appelle le chancre coloré du platane et qui se répand en fait d'arbre en arbre le long de tous les alignements. Et en fait, aujourd'hui, justement, les voies de recherche de l'INRAE et d'autres organismes scientifiques pour enrayer ce fléau, c'est de diversifier génétiquement finalement ces arbres pour éviter la transmission systématique d'un arbre à l'autre le long d'un alignement. Alors, il y a un label qui s'appelle le label végétal local qui indique qu'une plante a été collectée dans le milieu naturel et n'a pas été reproduite en pépinière par clonage, donc qu'elle est finalement génétiquement unique. Donc ce label, c'est une filière émergente, une filière d'avenir, clairement. Pour l'instant, la production n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait en quantité. Donc mettre du végétal local dans ces projets, ça implique de travailler plus, ça implique d'appeler les pépiniéristes, de se renseigner sur les végétaux qui sont disponibles dans sa région.
Mais en tout cas, c'est une demande qu'il faut appuyer, qu'il faut exprimer en tout cas pour que cette filière puisse émerger réellement. Donc, faire advenir une ville verte, ça va également impliquer de faire une place à la faune, vu qu'on a beaucoup parlé de flore précédemment, et donc de créer des habitats qui seront favorables aux espèces cibles, donc espèces cibles identifiées en phase diagnostique, hein, comme on parlait Juliette précédemment. Donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est que finalement, diversifier les habitats, ça va pouvoir convenir à une diversité d'espèces animales. On voit également qu'il y a des animaux qui dépendent de plusieurs habitats pour effectuer leur cycle de vie totalement. Donc, je pense par exemple au crapaud commun. Cette espèce, elle a besoin de milieux humides pour se reproduire. Elle a aussi besoin de boisement pour hiverner pendant l'hiver. Donc, ça va être particulièrement intéressant si on veut favoriser cette espèce d'associer ces deux habitats entre eux. Et créer des habitats favorables aux espèces cibles, c'est également possible par l'intégration de ce qu'on va appeler des micro-habitats artificiels dans les projets. Donc ces micro-habitats, ils peuvent être très simples et extrêmement peu coûteux, comme par exemple des pierriers pour les reptiles, des tas de bois pour ce qu'on va appeler les insectes xylophages qui se nourrissent de bois mort et pour les hérissons également. Mais ça peut être des micro-habitats qui sont un peu plus complexes, un peu plus visibles dans le paysage et qui vont prendre presque une valeur de totem dans un projet, donc qui vont également être des vecteurs de sensibilisation, de communication, parce que ça va être des points de curiosité. Donc, ce qu'on voit sur la partie droite de l'image, c'est de gauche à droite une tour à chiroptère, donc, dans laquelle sont ménagés plein de petits interstices favorables à ces chauves-souris. Au milieu, on a une tour à hirondelle donc, qui va reproduire les avancées de toit donc des bâtiments traditionnels sur lesquels affectionnent de nicher les hirondelles. Et en dernier lieu, à droite, ce qu'on voit, c'est une plateforme qui a été érigée en Alsace pour justement accueillir des cigognes et plateforme qui a manifestement bien fonctionné. Et puis en milieu urbain, ce qui est également très intéressant, c'est de se servir des constructions qui composent la ville pour servir de support de refuge, de gîte et de nichoir pour la faune. Donc, à titre d'exemple, le projet des ateliers Vaugirard que nous avons accompagné en tant qu'écologue comporte des gîtes associés au bâti pour différentes espèces, dont le martinet noir, le moineau domestique, l'hirondelle des fenêtres ou encore la pipistrelle commune. Et donc, ces refuges, ils peuvent être accrochés aux façades, sous les avancées de toit, ou même intégrés au mur pendant la construction, comme on le voit sur certains exemples en haut de la slide. Et en fait, l'intégration de ces refuges au bâti, ça permet de pallier le déficit de cavité et d'anfractuosité que ces espèces trouvaient autrefois sur nos bâtiments et dans nos villes et dans nos villages, et qu'ils ne trouvent plus sur les constructions modernes du fait des évolutions de modes constructifs. Et puis enfin, outre les techniques de conception et de réalisation, pardon, le génie écologique il nous apporte des principes de gestion des espaces verts qui seront respectueux du vivant et qui permettront de pérenniser l'accueil de la faune et de la flore dans nos villes. Donc en premier lieu, je citerai l'arrêt total de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc dans la gestion des espaces verts, on va essayer de ne pas revenir sur le glyphosate en milieu urbain. Mais la gestion écologique, ça va également impliquer le recyclage systématique de la matière organique par compostage, également la couverture systématique de tous les sols à nu par paillage. Et puis en dernier lieu également, la gestion écologique, elle va impliquer la réduction des fréquences de taille et de tonte des végétaux. Et je vais prendre le temps de détailler un peu cela. Donc pour expliquer l'intérêt de la réduction de fréquence d'intervention sur le couvert herbacé et arboré, on peut se pencher sur les chiffres qui sont présentés au sein du guide de la LPO qui s'intitule Paysage et biodiversité. On voit qu'il y a une corrélation directe entre la fréquence d'intervention et le nombre d'espèces végétales par parcelle. Donc ainsi, un gazon tondu à 3 cm 25 fois par an ne va comporter en moyenne qu'entre 3 et 5 espèces, alors qu'une prairie qui est fauchée une fois tous les 2 ans peut compter jusqu'à 35 espèces. On a vraiment une diversité végétale qui s'installe quand on intervient moins fréquemment. Et puis, si je dois donner également des arguments en faveur d'une fauche plutôt tardive, en fait, on voit que cette réduction de fréquence, elle doit s'accompagner d'un évitement des périodes de sensibilité pour la biodiversité. Donc, comme le montre ce calendrier, si on veut permettre aux plantes de fleurir, de monter en graines et donc de se ressemer, et puis également si on veut permettre aux insectes prairiaux et aux oiseaux de se développer tout en évitant voilà, la destruction des nids, il vaut mieux attendre la fin de l'été pour faucher une prairie.
Alors, l'objectif, c'est pas d'arrêter de gérer tout espace vert. L'idée, c'est également d'avoir une diversité de modes de gestion appliqués, hein. Cette diversification, elle peut s'opérer également dans la gestion. L'idée, ça va être de différencier des zones, disons, de faible naturalité et puis des zones de plus haute naturalité, parce que haute naturalité, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux en milieu urbain. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de définir ce gradient pour finalement cibler des zones qui vont être entretenues un peu plus intensément parce que plus fréquentées, et puis des zones, au contraire, qu'on va laisser, pourquoi pas même en libre évolution pour accueillir la biodiversité. Et cette différenciation pardon, des modes de gestion, elle est créatrice de paysages. Elle vient vraiment dessiner des structures plus arborées qui vont se développer aux endroits où on ne passe pas la tondeuse, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de venir faire émerger des projets finalement simplement en mettant en place un plan de gestion sur pourquoi pas 20 ans pour venir s'appuyer sur des dynamiques naturelles de végétalisation. J'ai fini avec le premier concept de ville verte en vous présentant un certain nombre de techniques. Et je laisse la parole à Juliette sur un autre enjeu majeur de nos villes actuelles. Oui, merci. Donc, le second concept qu'on voulait aborder, donc, ce sont les trames écologiques qui répondent à l'enjeu de fragmentation des habitats. Comme vous le savez, l'urbanisation, le changement d'usage des sols, même plus généralement, et la création d'infrastructures routières ont conduit à un découpage des habitats écologiques en de plus petits habitats. Les conséquences de ça, ça va être tout simplement d'abord l'isolement des espèces. Ça va altérer en fait leur cycle biologique, conduire à de la mortalité directe ou indirecte, et même à plus long terme de l'isolement qui conduit à de l'extinction d'espèces. Donc finalement, aujourd'hui, cette fragmentation, elle nous oblige à réfléchir à l'aménagement en prenant en compte ce qu'on appelle des trames écologiques, qui sont devenues un outil essentiel à la planification aujourd'hui. Donc on va rebalayer un petit peu les différentes trames en prenant un exemple, donc ici la ville de Lyon. Si d'abord on identifie sur cette image les trames vertes et bleues qui sont les plus anciennement connues, on va dire, on peut identifier sur cette image des réservoirs déjà de la trame verte, qui sont la trame verte qui est la continuité des milieux des habitats écologiques terrestres. Donc les réservoirs en milieu urbain, ça peut être de grands parcs, des boisements, et qui sont connectés entre eux et aussi des habitats plus ruraux par des corridors continus ou discontinus. Les corridors continus, ça peut être des alignements d'arbres, par exemple, des haies. Et on a aussi des corridors dits discontinus, donc en pas japonais. Là, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs petits espaces verts connectés entre eux qui vont faire en fait une continuité écologique. Donc, en fait, là, ça nous montre que finalement, chaque petit espace en ville peut enrichir les connectivités. Par exemple, une toiture végétalisée, un balcon, des plantes grimpantes. Finalement, même un petit square ou enfin, le moindre petit espace végétalisé en ville peut compter. On a aussi en ville des trames bleues qui sont un peu moins représentées que les trames vertes, mais tout de même. Donc, par exemple, ici, le cas de la Saône et du Rhône. On parle aussi de sous-trames. On a les sous-trames des milieux boisés, les sous-trames des jardins, des parcs et jardins, etc. Mais je ne vais pas m'attarder. On parle aussi de trames turquoises. Donc, la trame turquoise, ça va être l'intersection entre trames vertes et bleues. Donc, c'est les continuités des milieux humides, par exemple des berges de cours d'eau, des littoraux, etc. Et quant à la trame brune, donc c'est la continuité des sols fonctionnels. En ville, elle est un peu moins représentée. On a en tout cas des réservoirs dans les grands parcs ou dans les milieux boisés. Et on parle aussi de trame pour tout ce qui est des zones dépourvues de nuisances. Donc la trame noire, par exemple, qui va être la continuité des zones d'obscurité, donc qui ne sont pas altérées par les éclairages publics. Ces zones de continuité sont très importantes, notamment pour toute la faune nocturne, par exemple les chauves-souris. On a aussi la trame blanche, donc c'est la continuité des zones dépourvues de nuisances sonores. Et aussi, plus récemment, on parle de trame aérienne, donc les zones qui n'ont pas d'obstacle aérien, donc pas d'éoliennes, pas de fils électriques, etc. Mais finalement, pour évaluer la fonctionnalité d'un corridor, il faut aller voir un peu plus en détail. Par exemple, au niveau de la trame brune, notamment, il est assez difficile de savoir si un alignement d'arbres, en tout cas à cette échelle, si un alignement d'arbres est réellement fonctionnel. Et justement, on va voir comment est-ce que le génie écologique urbain peut apporter des réponses. Donc d'abord, quelques mauvais exemples d'alignement.
Ici, on voit que sur tous les exemples, on a des fosses de plantation d'arbres qui sont assez étroites et discontinues. Donc, on ne va pas du tout avoir de continuité des sols. En plus de ça, ça peut nuire au développement de l'arbre. Donc là, la trame brune n'est pas du tout représentée, par exemple. On n'a pas de corridor fonctionnel. On a aussi des arbres qui sont souvent très taillés pour un aspect esthétique, hein, un peu jardin à la française, etc. Malheureusement, ça non plus, c'est pas terrible pour la faune, notamment la vifaune, si, par exemple, pour des espèces qui pourraient nicher ou en tout cas circuler dans cette canopée. Donc ça limite aussi le potentiel de corridor. Et enfin, on a souvent des alignements qui sont monospécifiques. Donc déjà, en plus de la propagation des maladies dont parlait Ariane, ça va aussi finalement convenir à moins d'espèces. Si on met moins d'espèces d'arbres, on a moins d'espèces d'insectes, d'oiseaux, etc., qui vont pouvoir s'adapter. Et donc, à l'inverse, voici des bonnes pratiques. Donc, premièrement, je parlais de fosses de plantation. On a ici un exemple au boulevard Raspail, donc d'une fosse de plantation continue. Donc, ce qui est pas mal, puisque là, on a du coup une fonctionnalité des sols potentiellement et une connexion de la trame brune qui peut se faire. En plus de ça, ça va aussi favoriser la dissémination des espèces herbacées. D'ailleurs, on voit que là, c'est plutôt laissé en libre gestion, donc ça permet aussi de créer une zone refuge pour la faune en ville. L'idée aussi, c'est d'avoir des essences d'arbres qui soient diversifiées, éviter les alignements monospécifiques, comme je le disais, mais aussi choisir des essences locales, adaptées au contexte climatique. En ville, on a un contexte particulier, donc voilà, il faut quand même choisir des espèces qui vont tenir face au dérèglement climatique, par exemple. Donc voilà, c'est tout un compromis à trouver. Et aussi, si l'espace le permet, c'est assez intéressant au niveau des alignements de multiplier les strates. Donc, comme on a ici une strate une strate herbacée qui se développe en pied de la strate arborée, ça peut être intéressant même d'ajouter des arbustes pour enrichir un peu le corridor. Et finalement, j'ajouterais aussi sur ce point que le fait d'avoir des fosses de plantation suffisamment larges, en continu, etc., ça va aussi accentuer l'infiltration des eaux pluviales. Donc, ça a un double intérêt. Une autre infrastructure linéaire en ville qui peut être un corridor, ce sont les haies. De même, trop souvent, les haies sont plutôt comme ça. Donc, des haies souvent monospécifiques. On connaît les haies de tuya, de cyprès, souvent très taillées aussi d'ailleurs. Oups, pardon, je suis allée un peu trop vite. Voilà, je reviens là. Donc, je disais oui, des haies monospécifiques, très taillées, donc avec une forte pression de gestion. C'est des haies dans lesquelles, clairement, la faune va avoir beaucoup de mal à s'implanter. Donc, ça ne constitue pas un corridor vert fonctionnel. En plus de ça, on a souvent des espèces qui sont allergisantes. Le cyprès, par exemple, qui est très allergisant. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Donc finalement, pour avoir une haie fonctionnelle, dans un premier lieu, il s'agit de diversifier les espèces plantées. On a par exemple sur la gauche un petit schéma fait par le guide des haies pour la biodiversité de la métropole du Grand Lyon, qui montre un peu l'intérêt des haies en fonction de comment on les aménage. Et sur la droite, un exemple de haies bien diversifiées, champêtres, avec une grande variété d'espèces qui sont locales toujours. On peut aussi varier espèce caduque et persistante, donc pour avoir un feuillage qui reste toute l'année pour un côté paysager, mais quand même varier un petit peu. On peut aussi chercher à diversifier les strates avec des arbustes plus hauts, plus bas, une strate herbacée au sol, pourquoi pas, et même quelques arbres. On est toujours sur ce concept de diversifier, comme disait Ariane. Et pour accentuer l'intérêt de la haie, on peut même la doubler, voire la tripler, comme on a en exemple sur les schémas. Donc là, on a parlé de corridors verts. Je voulais aussi parler de continuité plutôt humide en ville, parce qu'on a tout intérêt à parler trame bleue en ville finalement. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'espèces qui sont inféodées à ces milieux-là, donc que ce soit des espèces qui affectionnent les milieux humides, comme par exemple les amphibiens, les odonates, donc les libellules, etc. Mais on a aussi des poissons, même en Île-de-France. D'ailleurs, il y a la liste rouge des poissons d'Île-de-France qui va paraître en 2024. Et on va nous apprendre qu'on a des poissons qui sont en danger critique d'extinction en Île-de-France. Donc, on a tout intérêt à rétablir un peu ces corridors bleus, même dans nos villes.
D'ailleurs, c'est ce qui se fait beaucoup. On a ici l'exemple de la Bièvre qui a été renaturée en Île-de-France et qui est même encore en cours de renaturation, il me semble. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup canalisé nos cours d'eau dans les villes, mais là on a tout intérêt à revenir à des cours d'eau plus naturels. Ça a plusieurs intérêts. Donc là, je parlais biodiversité, mais il va y avoir aussi un enjeu de régulation des crues. On va ajouter de la surface perméable, donc forcément, on va créer comme une éponge en fait qui va retenir l'eau et ça va limiter les dégâts potentiellement, les conséquences des crues en fait, qui vont être en plus avec le contexte climatique actuel de plus en plus néfaste. On a aussi une intégration paysagère intéressante avec ce type de projet. On va potentiellement créer des zones vertes pour les citadins. Et enfin, j'ajouterais que le fait de remettre de la végétalisation sur nos cours d'eau, ça permet d'avoir un rôle de filtre, parce qu'on a au niveau des racines, en général, un complexe bactéries-plantes qui va permettre d'épurer les eaux. Comment renaturer un cours d'eau? D'abord, je parlerai de s'inspirer des habitats régionaux. C'est vraiment important de recréer un habitat qui soit fonctionnel dans l'aire donnée. Euh, je peux citer en exemple le guide des végétations remarquables de la région Île-de-France qui a été édité par le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Cet ouvrage nous donne une liste exhaustive des habitats remarquables d'Île-de-France avec des exemples de cortèges d'espèces. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait de s'inspirer du milieu naturel pour concevoir, pour restaurer justement des cours d'eau en milieu urbain, tout en faisant attention bien sûr à s'adapter au contexte local de sol, de climat, etc. En ville, on a quand même des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'en milieu naturel, il ne faut pas l'oublier. Euh, on peut aussi créer donc un gradient d'humidité un peu entre le fond du cours d'eau et les berges qui vont être un peu plus sèches, moins souvent en eau. Créer tout un panel d'habitats, par exemple des roselières, des mégaforbiers ou même des saulées marécageuses, prairies humides, etc. On a aussi un enjeu de stabilisation des berges. Donc là, il y a tout un panel de techniques qui existent, qui sont adaptées au sol, qui sont aussi adaptées à l'hydrologie du cours d'eau, à la morphologie du cours d'eau. D'où la nécessité d'allier des compétences d'écologie et de paysage aux compétences d'un hydrologue. Comme je disais au début, on a vraiment intérêt à allier nos compétences. Et finalement, l'idée générale, c'est de favoriser des processus naturels. Donc, même si on vient replanter, retravailler le cours d'eau, l'idée derrière, ça va être de laisser un peu la faune et la flore reconquérir le milieu, tout en faisant attention au développement des espèces invasives qui peuvent poser problème, notamment la renouée, par exemple, ou la jussie. Et je voulais juste ajouter aussi pour les continuités humides, les littoraux, qui sont des espaces finalement assez intéressants pour la biodiversité. Les habitats côtiers sont très importants. On a beaucoup d'espèces qui dépendent de ces milieux-là. Et en plus, l'érosion du littoral est un enjeu majeur aujourd'hui, qui va s'accentuer avec le contexte climatique. Donc, on a tout intérêt à renaturer nos littoraux parce que en fait, ça va aussi concourir à stabiliser les berges, de rajouter du végétal. Euh, et aussi pour la biodiversité, donc comme je disais, il y a beaucoup d'espèces qui sont dépendantes de ces milieux-là, notamment des oiseaux d'eau comme les larolimicoles, donc les mouettes, les goélands, les sternes, etc. Mais aussi des espèces floristiques qui sont dépendantes de ces milieux-là, voire endémiques. Et finalement, donc pour réaménager un littoral, la méthode, c'est un peu la même que pour les cours d'eau, c'est de vraiment s'inspirer des habitats régionaux, des habitats remarquables qu'on a sur la zone. Et il y a aussi un enjeu de concilier le projet avec des usages, parce que bon, les littoraux subissent une forte pression, notamment touristique. Donc là, ça va être encore un enjeu supplémentaire de concilier un peu l'usage et restaurer la biodiversité. Et enfin, donc pour répondre un petit peu à rétablir des trames, pour rétablir des trames écologiques en ville, malheureusement, parfois, il faut aussi aider la faune à franchir les obstacles. Pour ça, trois exemples. Donc, le premier qui est l'écuroduc, qui consiste à mettre une corde entre deux arbres pour franchir, par exemple, une route, comme ici, avec un système de poulies et de poids pour que la corde reste bien tendue. On a aussi l'exemple des crapauducs, donc sur la photo du milieu. Donc c'est un petit tunnel qui est installé sous la chaussée et qui va permettre, par exemple, tout à l'heure, Ariane parlait du crapaud commun.
qui hiberne dans un boisement et se reproduit dans des milieux humides, parfois il y a une route entre les deux. Donc c'est très utile de mettre ce type d'installation entre ces milieux-là. Et aussi, on a tendance à tout clôturer dans nos villes pour séparer les différentes parcelles. Mais on a trop tendance à oublier la petite faune au sol, en fait, qui a besoin de traverser aussi ces espaces-là. Donc pour ça, il suffit juste de surélever la clôture, de mettre des petites percées aussi tous les 5 à 10 mètres, de 15-20 cm. Et sinon, il y a même des clôtures qui existent qui ont un design avec des grosses mailles qui ont en fait laissé passer la faune au sol. Ça peut être très utile, par exemple, pour les hérissons. Voilà, j'en ai fini pour les trames écologiques. Je laisse la parole à Ariane pour la suite. Hop, merci. Donc, on s'éloigne un petit peu du sujet tram pour... ça marche, oui. Pour parler ici de ce phénomène qui est bien connu, sur lequel on ne va pas trop s'étendre, mais le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc, c'est un phénomène météorologique et climatique selon lequel en fait, les températures en milieu urbain sont toujours plus élevées que les températures dans les milieux ruraux et naturels alentours. Et donc, pour combattre ce phénomène, on a fait émerger le concept d'îlot de fraîcheur, qui lui, à l'inverse, donc s'apprécie plutôt à l'échelle, à la petite échelle, à l'échelle locale, et donc qui consiste en un espace où la température et en tout cas le confort thermique seraient maîtrisés grâce à la végétalisation, la brumisation, tout un ensemble de techniques. Alors, on sait pertinemment que la réponse, donc, elle réside dans la suppression des revêtements artificiels, dans la végétalisation, mais comment maximiser l'efficacité de ces solutions? En fait, c'est une question à laquelle le génie écologique urbain ambitionne de répondre. Et donc, le premier allié pour rafraîchir la ville, c'est l'arbre. Donc, tout simplement parce qu'il procure de l'ombrage grâce à sa canopée, en atténuant jusqu'à 80% de l'ensoleillement, et ce, avec un encombrement au sol plutôt réduit dans l'espace urbain. Puis de plus, comme la plupart des plantes, comme toutes les plantes, l'arbre utilise l'énergie thermique pour évapotranspirer l'eau puisée dans le sol, empêchant ainsi la chaleur de s'accumuler. Mais planter des arbres en ville, ça peut représenter un vrai défi, c'est tout sauf de trivial. En effet, en ville, l'espace, voilà, et il y a une certaine compétition pour cet espace, notamment dans les sous-sols, hein, quand on pense au réseau, etc. Et on peut rapidement commettre des petites erreurs. Donc typiquement, je trouve que cet exemple-là d'un parking végétalisé en Allemagne est assez parlant. Donc ici, l'objectif était finalement d'ombrager les espaces de stationnement grâce à des arbres. Des arbres qui ont tous été plantés en même temps, je précise. Pourtant, on remarque qu'ils ont des dimensions très différentes. Si je prends les arbres du milieu et ceux des pourtours, hein, on voit qu'on a une taille de canopée qui est multipliée par 2 chez les arbres du pourtour. Et en fait, ces différences de taille, elles peuvent s'expliquer par des différences dans la taille des fosses de plantation. Les arbres qui sont plantés au milieu du parking ont des fosses de plantation très réduites et probablement un système racinaire qui est soumis à de la compaction en raison du stationnement des véhicules. En revanche, les arbres qui sont sur les pourtours, ont des fosses d'arbres qui sont beaucoup plus grandes, voire même collectives, enfin, mutualisées, ce qui permet au système racinaire de s'étendre. Et puis, on a peut-être également une moindre compaction liée à la circulation des véhicules. En fait, tous ces phénomènes cumulés font qu'on remarque qu'il y a une corrélation directe entre la place qu'un arbre occupe dans le sous-sol et celle que ces parties aériennes vont pouvoir occuper. Donc ici, on voit également qu'un arbre planté dans une fosse trop étroite, il va également avoir tendance à aller explorer ce qu'on appelle le milieu encaissant, c'est-à-dire à sortir de sa fosse pour aller se balader et essayer de trouver des nutriments, de l'eau, de l'oxygène. Et donc ça va contribuer à dégrader les enrobés, ou voire même, on a des cas où certaines espèces d'arbres ont des racines qui vont ramper à la surface du sol pour aller trouver tous ces nutriments. Et donc voilà, avoir tendance à s'enfuir. Alors c'est très joli, mais je pense que ça reste une forme de souffrance pour la plante. Alors on pourrait faire un webinaire entier sur l'arbre en ville, notamment un webinaire technique et le génie écologique se prête à ce sujet. On va manquer de temps malheureusement, donc je présente juste ici un système qui permet de concilier à la fois la circulation des véhicules et des personnes sur un revêtement stable et puis la bonne croissance de ces arbres en milieu urbain.
Donc ici, on a un système qu'on appelle le système de Stockholm. Ce qu'on voit, c'est que ce système, il associe donc, des revêtements de sol perméables, posés sur des couches de fondation qui sont percées de puits, permettant l'échange gazeux et l'approvisionnement en eau de pluie jusqu'aux racines des arbres. On a en sous-sol un mélange terre-pierre donc, qui permet de finalement une bonne résistance à la compaction, tout en permettant aux racines de s'étendre dans ce milieu. Puis on a également de la terre végétale, donc qui va fournir de la matière organique en se dégrade, et des nutriments. Et ces arbres de pluie, selon le système de Stockholm, ben voilà, ils permettent vraiment de concilier du coup tous les usages qu'on souhaite pouvoir voir en ville. Donc pour poursuivre sur la réduction du phénomène d'îlots de chaleur urbain et sur l'amélioration du confort thermique urbain, la végétalisation du bâti, c'est également une solution intéressante, notamment en ce qui concerne les façades. Donc, on a une étude de Sandy Fer et Givoni qui date de 2002 et qui a étudié l'effet, en tout cas l'effet thermique des plantes grimpantes sur les façades des bâtiments. Et ils ont remarqué que des plantes grimpantes appliquées sur des façades sud pouvaient engendrer une diminution de la température de façade supérieure à 20 degrés Celsius, donc avec des réductions de consommation d'énergie pour les climatiseurs notamment qui étaient loin d'être négligeables. Alors, évidemment, c'est dans le cas où les façades sont plutôt mal isolées. Enfin, sur les bâtiments moins, l'effet est d'autant plus important sur les bâtiments mal isolés, mais ils sont nombreux. Euh, et donc, en fait, le génie écologique il va pouvoir nous apporter des réponses pour maximiser le potentiel de cette végétalisation à rafraîchir la ville, en trouvant finalement la bonne adéquation entre la plante grimpante et son support. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les plantes grimpantes, elles ont naturellement des stratégies d'accrochage qui sont différentes les unes des autres. Elles ont pour certaines développé des organes spécifiques qui leur permettent de se hisser verticalement. Donc, on va distinguer les plantes à crampons et à ventouses, comme le lierre ou la vigne vierge, qui vont pouvoir pousser directement sur une paroi, donc sans support supplémentaire. On a également les plantes à pétioles volubiles ou à vrille, donc, qui elles, vont s'accommoder d'un treillis ou d'un grillage. Et plus on va avoir une densité de mailles de grillage, plus on va permettre une densité de végétalisation. On a également des plantes à tiges volubiles, donc dont les tiges s'enroulent seules autour de leur support, qui vont s'accommoder de supports constitués de filins métalliques verticaux, donc un peu plus simples, un peu plus épurés que les supports précédents. Et enfin, on a les plantes sarmenteuses qui, elles, n'ont pas d'organes d'accrochage à proprement parler, mais vont émettre des très longs sarments, plutôt souples, qui vont pouvoir reposer sur un support et que finalement, on va pouvoir accrocher alors, à l'aide d'une action humaine qu'on appelle le palissage sur un support pour les guider. Donc, je pense aux rosiers, par exemple. Donc voilà, le génie écologique va nous permettre finalement de maximiser ce potentiel de végétalisation par une connaissance du végétal et par la mise en place de supports adaptés. Je précise qu'il ne suffit pas uniquement d'étudier la stratégie d'accroche, mais il faut également étudier finalement les dimensions de la plante à maturité et puis les modalités de la gestion appliquée, qui va également conditionner la réussite du projet. Alors, la végétalisation des toitures, elle va également contribuer à réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain en ville. Donc, sur cette image prise avec une caméra thermique, on observe que la toiture végétalisée au premier plan présente une température de surface qui est presque 20 degrés inférieure à la température observée sur le revêtement de la rue en contrebas. Donc ça montre bien qu'il y a un effet rafraîchissant de la végétalisation du bâti et que végétaliser le bâti, ça empêche l'accumulation de chaleur par les matériaux artificiels et la restitution pendant la nuit qui va causer tous les désagréments finalement de confort pour les citadins. Donc il existe différentes typologies de toitures végétalisées qu'on va classer en 3 catégories en fonction de la hauteur de substrat proposée. Donc on va avoir des toitures végétalisées intensives ou toitures jardin. Et puis des toitures semi-intensives, enfin des toitures extensives. Ce qu'on voit, c'est qu'une toiture végétalisée, ce n'est pas seulement de la terre et des plantes, hein. Il faut penser à une couche de filtrage, il faut penser à une couche de drainage pour éviter les accumulations d'eau. Il faut également penser à des couches de protection anti-racines. Et en fait, en fonction du système qui va être sélectionné, on va soit avoir, dans le cas des toitures jardin, une diversité végétale qui va pouvoir s'implanter, une meilleure isolation du bâtiment, une meilleure résilience hydrique et donc un meilleur effet rafraîchissant également. Et puis dans le cas de la végétation extensive, on va avoir moins de services, mais en revanche des coûts maîtrisés, une facilité de mise en œuvre et une légèreté plus facilement applicable donc sur des bâtiments existants sur lesquels on n'a pas prévu une portance suffisante notamment.
Et puis, on a parlé d'îlots de chaleur urbain, on a aussi beaucoup parlé d'eau dans ce chapitre. Donc, je reviens sur un avant-dernier enjeu de nos villes actuelles, qui est l'enjeu finalement de lutte contre les inondations en ville. Et pour répondre à cet enjeu, il y a un concept qui a été développé, c'est le concept de ville éponge. Alors pourquoi ville éponge? Une ville éponge, ce serait une ville qui, à la manière d'une éponge, est capable d'absorber les eaux quand elles sont en trop grande quantité et puis de les restituer ensuite dans les périodes de sécheresse ou dans les périodes où on en a besoin. Donc ce concept de ville éponge, il va pouvoir être mis en œuvre concrètement grâce au génie écologique. Et tout d'abord, par des actions de désartificialisation. Parce que finalement, le problème en ville qui va nous empêcher de capter et d'infiltrer toutes ces eaux pluviales, c'est l'imperméabilisation des sols, c'est le fait d'avoir des revêtements complètement imperméables qui ne laissent pas passer l'eau. Alors ici encore, on pourrait faire un webinaire entier sur la renaturation. On va manquer de temps. J'aimerais juste insister un peu sur les enjeux. Les enjeux, ça va être de finalement venir recréer des sols fonctionnels en ville aux endroits où on a actuellement des sols artificiels. Et pour cela, le véritable enjeu, ça va être de le faire sans prédation de terres végétales naturelles issues des milieux ruraux ou agricoles attenants. Le but, c'est pas de venir renaturer un sol quelque part en le dégradant ailleurs finalement. Et donc pour cela, une solution qui nous semble vraiment cruciale de développer, c'est le développement de technosols, c'est-à-dire de sols construits. Et très bonne nouvelle, des études plutôt récentes nous montrent que c'est possible de créer un sol fertile à partir de déchets de la ville. Quand je dis déchets, je pense à des déchets plutôt inertes, donc du béton concassé, des matériaux de déconstruction ou alors des limons profonds, donc des terres qui sont profondément enfouies et qui sont a priori très pauvres en matière organique. Simplement en les amendant correctement avec du compost, en les mycorhizant peut-être, en réintroduisant une pédofaune à l'intérieur, on va pouvoir restaurer la fertilité de ces sols et donc restaurer leur capacité à servir de support pour le développement de la végétation. Et je vous conseille les deux guides sortis récemment qui sont vraiment géniaux. Le premier, Agir pour les sols urbains de Plantécité, et le second, Renaturer les villes de l'ARB, qui sont vraiment des mines d'informations à ce sujet. Et puis, on espère quand même un jour donner un webinaire sur le sol. Le deuxième enjeu pour faire advenir ce concept plutôt abstrait de ville éponge, ça va être de vraiment créer des zones capables d'infiltrer, de retenir et d'infiltrer les eaux pluviales. Et finalement, de faire en sorte que la goutte d'eau qui tombe du ciel s'infiltre au plus près de son lieu de chute et donc ne ruisselle pas, ce qui serait susceptible de causer des inondations et puis des pollutions du milieu naturel, parce qu'une goutte d'eau qui ruisselle sur une surface urbaine, elle est chargée en polluants malheureusement. Donc il y a un véritable intérêt à la capter et à la dépolluer ou à l'empêcher de ruisseler. Et donc ça peut être fait par une diversité de petits aménagements qui peuvent être intégrés de manière paysagère. Donc je pense à des noues, des jardins de pluie, des pelouses inondables qu'on peut mettre hors d'eau, ou en tout cas sur lesquelles on peut faire passer un cheminement pour tout de même marcher au sec. Puis ce sont des zones qui sont accessibles et pétinables en période sèche et puis qui deviennent des zones d'infiltration en période de pluie, ou encore des bassins. Et là, on voit qu'en s'associant au génie civil ou en tout cas aux techniques vraiment urbaines, on peut gérer ça de manière à ce que les eaux s'écoulent en gravitaire, donc en supprimant les petites bordures, par exemple, pour guider naturellement les eaux vers les espaces végétalisés urbains. Et j'aimerais insister sur un autre concept, c'est que finalement, retenir cette eau pluviale, ça peut permettre aussi à la ville d'être plus résiliente en cas de sécheresse. Si on a, comme les étés précédents, des arrêtés qui nous interdisent d'arroser finalement les espaces verts, on va forcément avoir de la mortalité dans la végétation, parfois même sur des arbres qui sont anciens, qui ont une valeur de patrimoine. Et donc, on va perdre finalement tous ces services rendus par la végétation à nos villes. Donc, il y a un véritable enjeu à capter cette eau, à la retenir et à la réutiliser, pourquoi pas, dans le cas de projets d'irrigation. Et donc là, je vous donne des exemples de petites startups ou petites, pas si petites d'ailleurs, qui proposent des solutions de jardinières qui intègrent une réserve d'eau pluviale, donc qui vont permettre de stocker les eaux quand elles sont disponibles en grande quantité et puis de les restituer lentement par capillarité dans le cas où on a des périodes de sécheresse. Donc, ces systèmes existent en milieu urbain dans le cadre jardinière, mais également sur des toitures végétalisées, etc. Donc voilà, il y a un véritable intérêt à rester en veille permanente sur ces petites innovations qui nous apportent des solutions. J'ai terminé avec donc ces deux enjeux de réduction d'îlots de chaleur urbains et de lutte contre les inondations. Et je laisse la parole à Juliette pour la dernière partie. Merci. Donc, le dernier concept, c'est la ville biophilique.
qui répond à un enjeu qui est qu'aujourd'hui, les villes sont quand même assez asphyxiantes, ou en tout cas perçues comme telles par beaucoup de citadins. Toutefois, on est quand même plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville, et c'est même 80% en France. On a des villes qui sont très denses, notamment Paris, qui sont soumises à de fortes pollutions atmosphériques, à du bruit, etc. Donc, on a un réel besoin de respiration aujourd'hui des citadins. On a même 69% des Français qui sont prêts à perdre en praticité pour plus de nature en ville. Donc, on a un réel enjeu. C'est pourquoi on va chercher à s'approcher d'une ville biophilique. Donc la biophilie, qu'est-ce que c'est? C'est le lien inné que l'humain a avec la nature. Et c'est ce lien qu'on va chercher à recréer. Donc tout d'abord en créant des espaces qui soient inclusifs, des espaces verts qui soient inclusifs, qui soient adaptés aux besoins aussi et appropriables par tous par toutes et tous. Le premier levier, ça va être de la concertation. Je pense que tout projet de génie écologique, peu importe son échelle, doit s'appliquer à concerter un peu tous les acteurs concernés par le projet, dans un but d'abord de co-construire le projet, mais aussi d'informer sur la démarche, ce qui permet aussi d'ailleurs de rendre le projet plus acceptable. On a souvent parfois des gens qui par exemple, sont réticents à la mise en place d'une prairie parce que ça fait un peu espace délaissé. Le fait d'informer, ça peut tout de suite favoriser l'acceptabilité, mais aussi pour intégrer un peu tout le monde dans la démarche. En second lieu, je parlais au début du diagnostic des usages. Mais effectivement, c'est intéressant. La nature en ville peut répondre à des usages, à des besoins humains que sont se réunir, se dépenser, s'émerveiller, mais aussi apprendre ou même se divertir. Pour répondre à ces besoins, euh, on peut concevoir de manière biophilique. Donc, je vous parlais du concept de biophilie, on parle même de design biophilique, de conception biophilique. Il y a 14 principes qui ont été décrits autour de la biophilie, qui s'articulent autour de la nature dans l'espace. Donc là, ça va être, par exemple, le fait d'avoir un lien directement visuel avec la nature, d'avoir des lumières dynamiques. Ça s'applique aussi en architecture d'intérieur, d'ailleurs. La présence de l'eau. On a aussi des analogies naturelles, donc tout ce qui est forme biomorphique, etc. Et aussi la nature de l'espace, où là, ça va être intégrer des zones refuges dans un espace vert, par exemple. Et on va aussi pouvoir prendre en compte les sens, donc par exemple le goût en installant des zones d'agriculture urbaine, un verger, favoriser aussi les bruits d'oiseaux, des bacs potagers pour créer une expérience de nature, des plantes aromatiques et odorantes, ou même, pourquoi pas, une plateforme d'observation pour stimuler la vue. Pour introduire des usages de nature, on sait aussi introduire des aménagements finalement du mobilier, donc que ce soit pour se restaurer, se reposer, des tables de pique-nique, des bancs, etc. On peut même imaginer du mobilier connecté pour travailler en extérieur, pour se promener, donc créer des cheminements qui peuvent être associés à une gestion différenciée, comme c'est le cas sur l'image du milieu en haut, où on a un cheminement en pelouse au milieu enfin géré en pelouse au milieu d'une prairie. Pour se dépenser aussi, on peut installer des agrès sportifs, des jeux pour enfants, etc. Je parlais d'agriculture urbaine. Pour moi, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans n'importe quel projet, du plus petit balcon jusqu'au plus grand jardin. Euh, on peut aussi essayer de favoriser un peu les bruits de nature dans les espaces verts en créant, par exemple, en lien avec la ville éponge, un chemin d'eau, comme c'est le cas au parc des Grands Moulins, donc, dont la photo est en bas à droite. Euh, Et finalement, il est aussi intéressant dans ce cas-là de favoriser le réemploi. En haut à gauche, c'est un exemple de banc réalisé par Picbois avec des panneaux de signalisation de randonnée. Donc c'est assez intéressant d'intégrer dans le projet une vraie démarche de réemploi. On parlait des sols, mais c'est aussi intéressant sur le mobilier, ou même pour créer un cheminement, un revêtement piétinable. Et je rappellerai juste que introduire des zones d'usage, c'est pas au dépend de la biodiversité. L'idée, c'est, comme disait Ariane, d'avoir un gradient de naturalité au sein d'un espace vert, en créant d'abord des zones refuges où peut-être on peut même interdire le passage, et à l'inverse des zones dites de faible naturalité où en fait on va plutôt intégrer le mobilier, justement tout ce qui est à destination des usagers. Et enfin, le dernier levier, c'est vraiment la pédagogie, la sensibilisation.
Ça peut se traduire dans le fait d'intégrer des supports pédagogiques permanents sur des projets. Donc ici, on a tout un panel de panneaux. Les panneaux, ça peut être sur divers sujets, que ce soit les espèces plantées, les espèces d'oiseaux favorisées, les aménagements, même les usages proposés. Et ça peut aller du tout petit panneau qui informe sur l'espèce plantée jusqu'au panneau un peu plus élaboré qui décrit le site, par exemple. Et enfin, pour les pédagogies un peu plus interactives, on peut mettre en place aussi des animations donc, qui vont un peu dans la suite des concertations qu'on a en phase de conception. On peut imaginer que ça se poursuit derrière avec de la sensibilisation par des associations, par des formations ou même des programmes de sciences participatives. Et on peut aussi créer un jardin numérique, donc un peu plus interactif qu'un simple panneau. On a par exemple créé des panneaux pédagogiques avec des QR codes pour la ville de Pantin, où en fait on vient scanner le QR code et ça nous ramène sur le site internet pour avoir un peu plus d'informations. Donc on en a fini pour les solutions de génie écologique. J'aimerais juste terminer, j'ai presque fini, en disant que de même qu'il faut réaliser un diagnostic avant toute recherche de solution, il y a aussi nécessité d'un suivi. Parce que c'est super d'apporter des solutions, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a une reconquête de la flore, de la faune? Donc là, pour savoir, il va falloir mener des inventaires naturalistes, multitaxons, donc sur tous les groupes d'espèces, et aussi faire un suivi des plantes exotiques envahissantes, parce que forcément, dans tous ces projets, on va un peu remuer la terre, on va potentiellement apporter de la terre qui vient d'ailleurs. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on ne développe pas de plantes exotiques envahissantes. Il faut aussi suivre l'appropriation par les usagers. Est-ce que ce qu'on a construit, ça fonctionne? Est-ce que les gens arrivent à se l'approprier et éventuellement apporter des solutions correctives? Et on peut même, pourquoi pas, introduire des indicateurs de biodiversité, par exemple, suivre le potentiel écologique de l'ouvrage qu'on a créé. Je laisse la parole à Victor pour la conclusion. Merci beaucoup à Juliette et Ariane. Je pense qu'on peut les applaudir. Ce qui est très bien, c'est que pour une fois, on va finir à l'heure. Je suis ravi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment cette manière concrète d'intégrer ce sujet de la biodiversité. On a vu des grands concepts, mais au final, la mise en œuvre de ces grands concepts est assez technique. C'est pas juste planter des arbres, c'est pas juste faire un plan de l'arbre, c'est réfléchir stratégiquement au positionnement qu'on veut avoir dans la ville. Et ça fait le lien justement avec ce qu'on voulait aborder dans ce cycle de webinaires. Sur le premier webinaire, on a vu que les PLU bioclimatiques intégraient ce sujet du vivant, peut-être pas assez au regard de l'enjeu biodiversité et de sixième extinction, mais qui a un vrai place, en tout cas, à la planification urbaine au travers de la biodiversité. Et ce qu'on a pu voir dans le second webinaire, c'était justement que ces trames écologiques urbaines que nous avons abordées au travers d'un indicateur de potentiel écologique ont vraiment un rôle à jouer pour intégrer ce sujet du vivant en prenant en compte aussi les autres enjeux de la ville. Il n'y a pas que les enjeux de biodiversité, on a vu les enjeux de résilience, d'adaptation, les enjeux de mixité sociale, les enjeux d'avoir des villes qui soient plus fonctionnelles aussi, des enjeux de mobilité. Et donc, je pense que quand on traite quand on traite ce sujet de la biodiversité, il faut prendre en compte tous ces enjeux. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait présenter, c'était vraiment de se dire concrètement comment on met en œuvre, comment on applique ce sujet du vivant à la ville et qu'est-ce qu'on fait pour avoir une trame écologique qui soit fonctionnelle. Est-ce qu'un alignement d'arbres suffit? On a vu aujourd'hui que peut-être que non, justement. Il y a encore beaucoup d'études sur le sujet, notamment sur les questions de trame brune, de trame noire. Comment on rend ces villes justement plus transparentes, comment on les intègre à l'échelle aussi régionale dans ces, dans ces grands habitats et dans cette grande cohérence écologique. Et c'est ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, nous sommes bien évidemment disponibles à y répondre. Merci, c'était vraiment brillant ce que vous avez fait.
Et quand je regardais ça au bout de 35 ans dans la promotion, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent de grands promoteurs, Nexity, Bouygues, etc., à faire systématiquement ce que vous dites. Quels sont les ratios de promoteurs aujourd'hui qui font le nécessaire pour la biodiversité et quelles sont éventuellement les sanctions? Parce que vous avez fait une dizaine d'exemples qui sont très simples, donc moi je ne tondrai pas mes pelouses si j'en avais. Quels sont les ratios de verre avec des bâtiments neufs aujourd'hui et toutes les solutions que vous avez proposées, quelles sont, pourquoi les promoteurs ne le font pas systématiquement et est-ce que vous pensez dans un deuxième ou troisième temps, ce serait une obligation? Je parle de la zone verte sur le toit, etc. Merci pour cette question. Aujourd'hui, on le voit, nous, de notre regard, c'est que oui, les grands promoteurs et les promoteurs sont pris conscience de l'importance de ce sujet, je dirais, au regard de plusieurs choses. Au regard du fait qu'il y a une demande citoyenne d'intégrer ce sujet de la nature en ville. Aujourd'hui, 92% des Français veulent plus de nature en ville. Donc, je pense que déjà, c'est un enjeu citoyen. Il y a un enjeu qui est aussi réglementaire. On le voit à l'échelle de sujets de taxonomie, de CSRD, où le sujet de la biodiversité est évoqué. Donc, aujourd'hui, les grands groupes vont devoir démontrer qu'ils n'ont pas d'impact, peu d'impact, ou qu'ils prennent en compte justement ces enjeux de biodiversité. Par contre, vous avez raison, il y a un objectif de réussir à embarquer peut-être l'ensemble des promoteurs, l'ensemble de cette organisation va être un petit peu plus moins sensible, je dirais, peut-être sur des plus petits promoteurs qui vont pas être liés à ces gros enjeux réglementaires européens. Par contre, justement, c'est au travers des PLU, au travers de la réglementation environnementale, code de l'environnement, etc., que ce sujet de la biodiversité peut être intégré. Donc, aujourd'hui, plus les réglementations vont être, les réglementations locales vont, vont être dures, entre guillemets, plus tout le monde va le prendre en compte. Aujourd'hui, par contre, l'enjeu, c'est de réfléchir, je pense, quand on est promoteur, à comment on veut se positionner, comment on veut limiter son impact au regard justement des surfaces de pleine terre, des différentes solutions qu'on a vues aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi, c'est pour ça, des efforts de sensibilisation à faire, de mettre en cohérence l'ensemble des acteurs, puisque aujourd'hui, il faut réussir à changer ce paradigme justement des solutions toutes faites qu'on a tendance à effectuer. Donc c'est un petit peu ça le nouveau regard qu'il faut avoir, je pense. Oui. Je vais répondre en même temps aux questions en ligne. Trois questions. Quelle est la relation de la végétation en ville avec la faune nuisible comme les rats et les moustiques? Oui, donc c'est effectivement un sujet important. En gros, en ce qui va concerner donc, les rats, il n'y a pas particulièrement de lien, si ce n'est que, bah, comme toute espèce faunistique, le rat a besoin de se cacher quelque part. Ce qui va plutôt les attirer, c'est la disponibilité de nourriture. Et les nourritures, en fait, c'est nos déchets. Donc, il y a un véritable enjeu à gérer correctement les déchets urbains pour limiter les nuisibles. En ce qui concerne les moustiques, ben là, ça va être uniquement finalement les milieux aquatiques ou humides stagnants. Donc, c'est pas parce qu'on végétalise un espace qu'on va avoir une arrivée de moustiques. En revanche, c'est vrai que créer des milieux humides trop à proximité du bâti, trop dans des zones de passage et surtout qu'on ne peut pas gérer, là, ça va pouvoir engendrer des problèmes. Mais ça, c'est des choses qu'on anticipe en fait en phase conception pour éviter justement ce genre de désagréments. Parce que l'objectif, c'est pas d'être contre-productif, au contraire, c'est de faire adhérer les usagers à finalement ce gros défi d'enrayer l'érosion de la biodiversité. Et donc, ça passe par créer des expériences de nature plutôt positives.
Allez-y, ouais, monsieur, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup. J'ai été un petit peu surpris par vos propos sur le paillage. C'est une catastrophe pour nos vers de terre. C'est peut-être très bon pour l'humidité et autre chose. Et puis, un autre élément, là, par exemple, on a un plan d'eau. Il y a un manque de civisme. Je sais que l'on veut de la nature, mais une cigarette, c'est 500 litres d'eau polluée, etc. Et là, bon, moi, personnellement, j'ai pas la solution. Mais puis, juste un élément, il faut arrêter aussi de construire en béton et en enfin, en matériaux biosources, c'est déjà par rapport à nos promoteurs, mais c'est un petit peu autre chose. Par contre, d'insister énormément aussi sur, puisque vous parlez de climatiseurs, sur la végétalisation des toits, parce que ça fait baisser de 10% et que enfin, on prend l'air à 20 degrés de plus dans ce que vous indiquez. Moi, j'ai plutôt 10-15 degrés, mais donc il faut rafraîchir l'air de 20 degrés si vous voulez diminuer de 5 degrés, alors que si vous avez une végétalisation, vous n'avez plus qu'à diminuer de 5 degrés. Donc il y a un gain énergétique qui est majeur. Mais merci pour tout. Mais surtout mes vers de terre, parce que je suis un obsédé du ver de terre. Alors, il y a beaucoup de choses, donc merci beaucoup pour votre remarque. Donc pour les vers de terre, effectivement, donc en fait, votre propos sur les lombrics, c'est que le paillage, à l'inverse d'une végétalisation, va nuire au développement des vers de terre. Donc effectivement, nous, le paillage, on le propose en alternative au sol à nu, attention. Et les sols à nu, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va pouvoir encore trouver parfois dans des jardins extrêmement entretenus, parce que ça fait plus propre d'avoir sous un massif, sous un arbuste, une zone de sol à nu. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Mais ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est également un point particulier, c'est que parfois, il faut arbitrer entre différents problèmes environnementaux, l'érosion de la biodiversité, mais également l'évapotranspiration à outrance et donc les déperditions hydriques. Et c'est vrai que quand on parle de vivant, il est possible qu'on s'arrache les cheveux à vouloir tout concilier. Il ne faut pas oublier que travailler avec le vivant, c'est aussi faire preuve d'humilité parfois. Aujourd'hui, on dit qu'on connaît que 15% de la biodiversité de ces interactions. Et voilà, on apprend toujours des choses. Et en tout cas, il faut expérimenter et pas perdre sa bonne volonté. On va prendre une question en ligne. Donc, pour les zones sur dalles où le sol n'est pas accessible, quelles sont les solutions? Mobilier intégrant du végétal. Je ne sais pas si Juliette ou Victor, vous voulez répondre. Alors oui, effectivement, donc pour les zones sur dalles. Ah pardon, effectivement, il y a une question au-dessus. On y reviendra après, désolé. Oui, alors pour les zones sur dalle, donc effectivement, tout dépend ce qu'on appelle sur dalle, parce qu'on peut végétaliser une dalle, hein. Une toiture végétalisée, c'est un espace vert sur dalle finalement. Quand on a des parkings souterrains et qu'on a un mètre de terre au-dessus dans un jardin, enfin c'est le cas finalement assez fréquemment, hein. On a aussi des espaces verts sur dalle, donc c'est possible. Quand on ne peut pas végétaliser cette dalle de manière continue, parce que bah, le contexte ne s'y prête pas tout simplement, donc ce n'est pas l'effet recherché. Du mobilier urbain végétalisé intégrant du végétal, ça peut effectivement être une solution. Attention à ne pas tomber dans le concept de la décoration. L'objectif, c'est bien de favoriser la biodiversité. Enfin, en tout cas, c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui, même si bien sûr, l'agrément de nos villes par le végétal, c'est également important pour les raisons de bien-être que Juliette évoquait en fin de présentation. Donc, en tout cas, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire du mal de mettre du mobilier intégrant du végétal. Mais on pourra discuter d'autres solutions si quelqu'un a des exemples. On va juste prendre peut-être une dernière question que je trouve assez intéressante sur je dirais, la collaboration avec les maîtrises d'ouvrage lors de rénovation ou de nouvelles constructions avec les gérants et propriétaires immobiliers pour intégrer le sujet du vivant dans leur parc immobilier construit. Comment les convaincre d'y mettre un budget, d'ajouter cette dimension dans la gestion de leur immeuble. Donc là, je pense que c'est tout ce qu'on a évoqué par rapport à la sensibilisation. Justement, il faut sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs des projets, qu'on soit gérant, qu'on soit propriétaire, qu'on soit éventuellement locataire. C'est comment justement on arrive
à prendre en compte ce sujet. Chacun, je dirais, peut avoir un regard différent et une, peut avoir aussi une valeur ajoutée dans l'intégration de ce sujet du vivant. Et même quand on est locataire, bah, on peut justement essayer de mobiliser le propriétaire à intégrer ce sujet. C'est pour ça aussi qu'il existe des labels qui visent à promouvoir justement la communication entre ces différents acteurs, à vraiment créer un projet ensemble. Et du coup, convaincre d'y mettre un budget, je pense qu'il faut aussi réfléchir comme des budgets éventuellement partagés qu'on peut avoir en tant que propriétaire, bailleur ou gérant. Il est 9h59, je sais qu'il restait une petite question au fond. On pourra en discuter juste après. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci aux personnes présentes en ligne. Et nous nous retrouvons maintenant en 2024 pour des nouveaux cycles de webinaires autour de la biodiversité. Merci à tous.